l'océan abritait toute une variété de monstres menaçants. Lorsqu'une catastrophe survenait, et elles étaient nombreuses, on en attribuait la responsabilité à ces inquiétantes créatures. La plus redoutée de toutes, qu'on appelait le kraken, était une bête dotée de multiples bras, d'une taille et d'une force incroyables. Si la plupart des monstres marins se sont finalement avérés inoffensifs ou imaginaires, ce n'est pas le cas du kraken, répertorié aujourd'hui sous le nom de calmar géant. Le Musée national d'histoire naturelle à Washington recèle plus de 100 000 spécimens de calmars. C'est une des plus importantes collections du monde. Le docteur Clyde Roper, attaché au laboratoire de recherche de l'Institut Smithsonian, se consacre à l'étude des céphalopodes tels que pieuvres, seiches et calmars, et se réjouit de la triste réputation du calmar géant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais les gens ont tous besoin d'avoir leur monstre. Je pense que le calmar géant fait un monstre idéal parce que, surtout chez les plus jeunes, il représente une sorte de dinosaure des temps modernes. Son nom grec, Architeutis, signifie le calmar qui commande. Présent dans nos fantasmes sous forme de monstre idéal, il apparaît dans la réalité comme un formidable prédateur. C'est un véritable géant des mers. Il prend sa proie au piège en déployant la masse mouvante de ses tentacules couverts de ventouses, puis l'introduit dans sa bouche aussi dur qu'un bec de perroquet. Et pour examiner le monde environnant, la nature l'a doté des plus grands yeux qui soient au royaume animal. Clyde Roper nourrit une véritable passion pour le calmar géant et compte bien en observer un vivant dans son milieu naturel. Cette passion date de l'époque de son adolescence, lorsqu'il travaillait comme pêcheur de homards dans le New Hampshire. On a très vite fait, quand on étudie avec attention les céphalopodes, et notamment les calmars, d'être convaincu de l'existence des calmars géants. Et moi, comme j'étais alors très idéaliste, je trouvais assez révoltantes toutes ces contre-vérités que l'on pouvait énoncer sur ces animaux magnifiques. Mais en poursuivant mes recherches, j'ai fini par comprendre pourquoi il y avait tant de malentendus. C'est parce qu'en fait, on n'en avait trouvé que très peu de spécimens et qu'aucun calmar géant n'avait encore jamais été vu vivant et photographié. J'ai donc voulu en apprendre davantage sur ces animaux, afin de pouvoir dire ce qu'il en était exactement et tenter de mettre fin aux mythes les concernant. Mais le halo d'un mystère terrifiant ne se dissipe pas facilement. Le récit de la rencontre entre un vaisseau de guerre français et un calmar géant a enflammé l'imagination de Jules Verne. Le livre qui s'y rapporte, 20 000 lieues sous les mers, est publié en 1870. Et le calmar, héros de cette fiction, a redonné vie à la légende du kraken, dévoreur de bateaux. Le calmar en question n'hésite pas à pourchasser le Nautilus, le sous-marin électrique du capitaine Nemo. Un calmar géant à l'arrière.
La frayeur qu'inspire le calmar géant est peut-être imaginaire, mais le mystère qui l'entoure est tout ce qu'il y a de plus réel. De temps à autre, un cadavre vient s'échouer sur la plage, mais le plus souvent, ce sont de jeunes calmars plus étranges et pitoyables qu'inquiétants. Seul un spécialiste pourrait l'identifier et savoir quelle taille il aurait pu atteindre. Aujourd'hui, les pêcheurs qui travaillent en eau profonde capturent de plus en plus de calmars géants. Lorsqu'ils les remontent à la surface, ils sont presque toujours morts ou sur le point de mourir. Il est très rare qu'un scientifique puisse examiner un spécimen tout juste capturé, et ce n'est jamais arrivé avec un animal vivant. La plupart ont été trouvés dans les mers baignant la Nouvelle-Zélande, la Norvège et Terre-Neuve. Celui-ci, qui mesure plus de 10 mètres, a été capturé au large de la Tasmanie. À partir des informations fragmentaires qu'ils ont pu recueillir, les chercheurs en ont déduit que les calmars géants habitaient les eaux profondes et que c'étaient des prédateurs. On pense qu'ils ne vivent que quelques années et grandissent très vite. Mais personne ne connaît leur taille maximale. Jusqu'à présent, le plus gros que l'on ait mesuré faisait presque 17 mètres et pesait près d'1 tonne. C'est le plus grand et le plus puissant des invertébrés, souvent dépeint dans les contes comme un être malfaisant. Les calmars géants ont une réputation d'animaux vindicatifs, méchants et féroces. Mais ils n'ont aucune raison d'être vindicatifs et féroces, puisqu'il n'y a aucune interaction entre eux et les hommes. Pour être tout à fait honnête, j'aimerais bien qu'on les intéresse un peu plus, qu'ils réagissent à notre présence, parce qu'on pourrait alors les trouver. Je pense qu'ils ne méritent pas une telle réputation. Ils sont suffisamment intéressants en eux-mêmes pour que nous n'ayons pas besoin d'inventer toutes ces choses sur eux. Ce qui me fascine chez les calmars, c'est leur merveilleuse adaptation à leur milieu. Je veux parler par exemple de leurs photophores, ces organes luminescents grâce auxquels ils peuvent émettre des clignotements ou des rayons de lumière de différentes couleurs, ou bien encore de leur vitesse et de leur puissance, ou du fait que certains ont des ventouses, qu'ils ont des crochets comme les griffes des chats pour attraper leur proie, qu'ils ont des petites lumières qui s'allument et s'éteignent. Oui, vraiment, ce sont des animaux fascinants. C'est sans doute parce qu'ils sont à la fois étranges et merveilleux que les calmars et leurs proches parents ont été appelés les extraterrestres des profondeurs. Ils chevauchent les courants marins avec un calme qui semble presque surnaturel. Ce sont des animaux extrêmement intelligents. Leurs fibres nerveuses, d'un diamètre 100 fois plus gros que celles des humains, sont les plus grandes qui existent dans tout le règne animal. Ils possèdent des milliers d'organes multicellulaires ou chromatophores disséminés sur toute la surface de leur peau et commandés directement par le cerveau. C'est grâce à ces chromatophores que les seiches et les calmars peuvent en un éclair changer d'apparence. Cette faculté qu'ils ont de pouvoir se transformer à volonté leur procure des facilités de camouflage et de spectaculaires moyens de communication. Les messages de séduction, comme ceux de mise en garde, sont ainsi transmis par de resplendissants faisceaux de lumière et de couleurs. Par ailleurs, ce système nerveux sophistiqué leur assure des réflexes rapides pour une attaque mortelle. Au large de la côte californienne, près de Monterey, on procède à la mise à l'eau d'un robot submersible.
Juste en dessous, c'est le canyon de Monterey, la plus profonde fissure sous-marine qui court le long du continent nord-américain et sans doute les eaux les plus minutieusement observées de toute la planète. Depuis une dizaine d'années, les scientifiques de l'Institut de recherche de la baie de Monterey étudient l'évolution de la vie et de la flore dans le canyon. Qu'est-ce qu'il y a en haut sur la droite? Peut-être qu'un jour, ils finiront par découvrir un architeuthis vivant. En attendant, ils ont déjà pu se livrer à l'observation de nombreuses espèces de céphalopodes dont certaines n'avaient encore jamais été vues en activité dans leur élément naturel. Celui-ci est un Moroteuthis. De forme allongée et fine, il peut mesurer jusqu'à 5 mètres. Comme pour le calmar géant, on dispose de très peu de données sur son comportement. La plus étrange de ces créatures est peut-être le Vampiroteuthis infernalis, appelé aussi fossile vivant. Son corps est entièrement recouvert de ce qui s'apparente à des organes luminescents, mais dont on ne connaît pas la fonction exacte. Remarquable contorsionniste, il fait front devant l'adversaire en exposant une barrière d'épines. Cependant, celle-ci étant souple, il est possible qu'elle serve uniquement à détecter une présence ennemie. Aussi variés et mystérieux soient-ils, les mollusques marins se caractérisent par leur courte durée de vie, leur développement rapide et leur grande prolifération. Différentes espèces se rassemblent en grand nombre dans les eaux peu profondes pour se reproduire. Ces enlacements de tentacules ne se font nullement au hasard. Ici, comme ailleurs, les mâles se disputent sauvagement les femelles. Beaucoup meurent de mort naturelle peu de temps après l'accouplement, tandis que d'autres disparaissent dans le ventre des nombreux prédateurs qui les pourchassent. Les céphalopodes constituent une des populations marines les plus importantes et jouent un rôle crucial dans la chaîne alimentaire océanique. À l'heure actuelle, ils sont l'objet d'une pêche intensive. On en consomme près de 2 millions de tonnes par an, dont une grande partie au Japon et en Extrême-Orient. Si les petits spécimens sont à la base de la préparation des sushis les plus demandés, tout le monde ici connaît le calmar géant, qui est en passe de devenir une sorte de star de la publicité au Japon. Une petite faim. Manger des pâtes aux fruits de mer. Retour dans la mer de Cortés, où l'on entend régulièrement parler de céphalopodes d'une taille inhabituelle et particulièrement féroce.
Clyde Roper veut en avoir le cœur net. Ces animaux vivent dans l'obscurité des canyons sous-marins et remontent à la surface la nuit pour se nourrir. Ce sont des Dosidicus gigas, ou encornets géants. Par mesure de sécurité, Roper descend avec lui une cage où il pourra se réfugier si nécessaire. À cette époque de l'année, les Dosidicus n'ont pas encore atteint leur taille adulte. Mais certains font déjà plus d'1,80 m de long et mangent avec l'avidité des piranhas. L'impatience de Roper est d'autant plus grande qu'il n'a jamais vu de Dosidicus aussi gros. Ils ont une effroyable réputation. Presque tous les pêcheurs disent qu'ils préféreraient 100 fois tomber à l'eau au milieu de requins excités que de se retrouver parmi des encornets géants affamés, parce qu'ils sont connus pour tuer les gens qui ont le malheur de passer à portée de leurs tentacules. Là, le voilà. En fait, ils sont tellement agressifs que parfois ils en viennent à se manger entre eux. Comme c'est le cas ici, où un calmar affamé se jette sur son congénère pris à l'hameçon et sans défense. Le fait que les Dosidicus s'attaquent les uns aux autres pourrait expliquer la rapide croissance de ceux qui en réchappent. Les personnes susceptibles de s'opposer à des expériences comme celle-ci doivent savoir que les encornets géants ne peuvent survivre en captivité. Et Roper est prêt à tout pour avoir une petite chance de les observer dans leur milieu naturel. À l'instar des spécimens plus petits, dès l'instant où ils se sentent excités ou menacés, les Dosidicus émettent de brefs éclairs colorés. Roper veut en voir un de près, mais ce n'est pas chose facile quand on a en face de soi un animal pourvu de 2 tentacules, 8 bras recouverts de puissantes ventouses et un bec aiguisé comme une lame de rasoir. Sans même parler des nuages d'encre épaisse que le calmar disperse autour de lui pour troubler l'ennemi. Roper n'avait pas du tout prévu que l'un d'entre eux risquait de se faufiler dans la cage. Il a beau s'effacer pour lui laisser la place de ressortir, il se fait quand même violemment mordre au passage. Quelques minutes plus tard, remis de ses émotions, Clyde Roper s'aventure hors de la cage pour observer les Dosidicus en eau libre. Il n'a jamais vu d'aussi près à quoi pouvaient ressembler des architeutis en train de se nourrir.
Au début, j'appréhendais un peu. C'était assez effrayant. Mais heureusement, il n'en avait pas beaucoup, et quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment affamé, j'étais un peu plus rassuré. Quel animal extraordinaire! J'ai été très impressionné par sa puissance, sa façon de nager. Clyde Roper n'est pas le premier scientifique à se laisser gagner par l'excitation de la chasse au gros calmar. De voir cet immense entonnoir, la vitesse avec laquelle il se déplaçait, c'était fantastique. À Terre-Neuve, dans les années 60, de curieuses affiches apparaissent sur les murs de la plupart des villages de pêcheurs. L'idée d'offrir une récompense pour la capture d'un calmar géant vient du regretté Frédéric Aldrich. Spécialiste des mollusques marins, le professeur Aldrich s'est installé à dessein dans cette région dont l'histoire était pleine de récits sur les calmars géants. Un jour d'octobre 1873, des pêcheurs de Terre-Neuve se retrouvent nez à nez avec un calmar géant échoué dans les eaux peu profondes. L'animal enroule un tentacule autour de la barque. Un jeune pêcheur âgé de 12 ans à peine a alors le réflexe de le trancher d'un violent coup de hache. Le monstre bat en retraite. Un mois plus tard, d'autres pêcheurs capturent un autre calmar géant de plus de 10 mètres. Voilà le premier spécimen que les scientifiques ont eu l'occasion d'étudier. Le premier d'une longue série de calmars géants trouvés échoués sur le rivage ou capturés par les Terre-Neuviens. Mais Frédéric Aldrich ne peut se contenter d'étudier des cadavres. Il en veut un vivant. Fred a été l'un des tout premiers à se risquer dans les profondeurs pour essayer de trouver des calmars géants. Je pense qu'il était fasciné par les légendes qui les entourent et aussi par leur taille gigantesque. En 1989, Aldrich monte une expédition en vue d'aller traquer le calmar géant sur son propre territoire. Une telle entreprise pourrait être comparée aujourd'hui à celle de sauter en parachute de nuit sur un endroit quelconque d'Afrique en espérant se retrouver face à un éléphant. Mais Aldrich est déterminé. Le submersible descend à 300 mètres de profondeur, au large d'une zone où autrefois les calmars géants sont souvent venus s'échouer. Les appâts attirent une nuée de poissons. Mais après 10 heures d'attente et d'observation, Aldrich doit se rendre à l'évidence. Architeuthis décline son invitation. Je ne suis pas déçu. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas vu que je vais changer d'opinion sur ces animaux. J'avais en fait assez peu de chances d'atteindre mon objectif parce que l'océan est tellement immense et mon bateau si petit. L'expédition s'arrête là, et Aldrich meurt quelques années plus tard. Depuis lors, les avancées technologiques ont permis de mettre sur pied d'autres expéditions sous-marines. Parmi les nouvelles espèces observées, certaines méritent vraiment d'être qualifiées de monstrueuses. Au large de la baie Suruga au Japon, on a pu voir le plus énorme spécimen de requin jamais filmé à grande profondeur, un requin dormeur du Pacifique. Il n'a pu être cadré dans sa totalité par la caméra. Après avoir passé 5 longues minutes à inspecter le submersible sous toutes ses coutures, le géant finit par s'éloigner,
laissant derrière lui une équipe de scientifiques tout excités, mais aussi quelque peu soulagés. La quête du calmar géant, considérée autrefois comme un sujet relevant de la presse à sensation, compte aujourd'hui de plus en plus d'adeptes, dont notamment Malcolm Clark, spécialiste des cachalots et mollusques marins. Je crois que le bien est toujours compensé par une part de mal. On apprécie la beauté de l'océan. La plupart des poissons sont beaux à voir. Ils ont des flancs argentés, une jolie luminosité. Pour contrebalancer cette beauté, on a besoin d'avoir des monstres avec de longues dents et un gros appétit. Jeune diplômé, Malcolm Clark mène ses recherches à bord d'un navire-usine qui chasse les cachalots considérés autrefois comme des monstres marins. Bien que les hommes leur aient réservé pendant des siècles un sort funeste, les scientifiques en savaient toujours assez peu sur ces énormes créatures. Et il a fallu attendre que leur population baisse dangereusement pour voir enfin des biologistes embarqués sur des baleiniers afin de les étudier. En soumettant à un examen approfondi des centaines d'estomacs de cachalots, Clark y a découvert de grandes quantités de becs de calmar des grandes profondeurs, trop durs pour être digérés. Ce qui prouve que les cachalots se nourrissent principalement de calmars. Clark possède aujourd'hui une impressionnante collection de becs, plus de 18 000, dont de nombreux becs de calmars géants. Celui-ci est un bec de calmar géant qui a été extrait de l'estomac d'un cachalot capturé au large des Açores. Ce ne devait pas être un calmar extrêmement grand, sans doute 9 ou 10 mètres de long. Enfin, un spécimen de bonne taille déjà, mais pas parmi les plus gros. Mais il devait quand même posséder des mâchoires très puissantes. Alors évidemment, si ces animaux partageaient le même environnement que les hommes, ils auraient vite fait de les transformer en chair à pâté. Des cachalots sont venus s'échouer sur une plage perdue de Nouvelle-Zélande. On ignore encore tout des raisons qui poussent les baleines à gagner le rivage. Clyde Roper et Malcolm Clark sont là pour procéder à l'examen des cadavres, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur leur passion commune, le calmar géant. La peau des cachalots est comme un parchemin retraçant d'anciennes batailles. Ces balafres circulaires ont été laissés par les ventouses d'un calmar géant et témoignent de ses efforts désespérés pour échapper aux mâchoires du Léviathan. Ils sont pourvus de 50 dents disposées en 2 rangs sur la mâchoire inférieure. D'habitude, ils n'ont pas de dents en haut. La mâchoire est très étroite. Elle peut mesurer jusqu'à 4,50 m de long sur environ 30 cm de large. Elle est donc très longue et étroite. Ils font claquer leur mâchoire un peu à la manière des crocodiles. Elle se referme sans doute très vite en venant cogner contre la mâchoire supérieure. C'est comme ça qu'ils écrasent le calmar. Peu importe que les dents lui fassent ou non du mal, de toute façon, il se retrouve paralysé. Les calmars n'aiment pas être comprimés. C'est une de leurs caractéristiques. Ils sont donc enserrés entre de puissantes mâchoires avec ces dents-là, et une énorme langue vient les tirer vers le fond de la bouche du cachalot. En tant que spécialistes à la fois des baleines et des céphalopodes, Clark et Roper sont les mieux placés pour échafauder une nouvelle stratégie dans la quête de l'Architeuthis. Depuis les premières campagnes de pêche à la baleine, on sait que les cachalots se nourrissent de calmars, et même dans certains cas, de calmars géants. Je me suis donc dit que ce serait une bonne idée d'utiliser le cachalot comme chien de chasse, afin qu'il nous conduise jusqu'au calmar géant.
Et c'est à partir de là que nous avons monté cette nouvelle expédition. Au large des Açores, Clyde et Malcolm participent à l'installation de l'hydrophone qui va leur permettre d'écouter les cachalots. Les scientifiques de l'expédition ont uni leurs connaissances pour se lancer à la poursuite du calmar géant et de son pire ennemi. Les hydrophones peuvent détecter les sons des cachalots à plusieurs kilomètres de distance, bien avant que les animaux ne soient en vue. Mais les cachalots ont aussi une ouïe excellente et se tiennent souvent à distance des navires. Aujourd'hui, les chercheurs ont de la chance. Les cachalots sont d'humeur sociable. Un groupe s'ébat tout près du bateau. Les femelles et les jeunes, venus se nourrir dans les eaux chaudes de cette partie de l'Atlantique, s'annoncent par un véritable concert de clics surexcités. Mon Dieu! C'est nous qu'ils applaudissent comme ça. Les rassemblements de cachalots sont tout sauf silencieux. Une série distincte de clics est appelée coda. C'est ainsi que les cachalots communiquent. Le déchiffrage de ces sons est un défi pour Kurt Frijstrup, spécialiste du comportement à l'université Cornell. Celui-ci, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être un clic d'écholocation, leur système sonar. Il arrive que les plongeurs puissent s'approcher très près des cachalots. Être accueilli ainsi par l'un des prédateurs les plus puissants de la planète est une expérience unique. À cette distance, les mastodontes émettent parfois un son différent. Un avertissement peut-être, ou même une arme, car il est assez fort pour étourdir une proie. La tête du cachalot, qui pèse un tiers de son poids total, n'est presque qu'un nez, le plus grand du règne animal. Les sons sont émis à l'avant de ce nez, puis redirigés sur leur cible en générant un écho puissant dans son crâne. Comment exactement, nous l'ignorons encore. Cet organe remarquable contient aussi des tonnes de spermacéties, ou blanc de baleine. C'est peut-être en régulant sa température que les cachalots parviennent à contrôler leur flottabilité. Cela leur permet aussi d'économiser l'énergie dont ils ont besoin quand ils plongent en quête de céphalopodes. Quoi qu'il en soit, ils semblent parfaitement maîtriser leur corps lorsqu'ils dorment à la verticale, comme suspendus juste en dessous de la surface et des vagues. Un comportement remarquable, filmé tout récemment seulement.
Les femelles cachalots sont de véritables mères-poules. Les petits, qui grandissent lentement, restent en contact étroit avec leur mère, mais ne peuvent pas encore plonger profondément. De son côté, une femelle adulte a besoin de plus d'une demi-tonne de nourriture par jour et sa source d'alimentation, les grands céphalopodes, se trouve à des centaines de mètres plus bas. Elle doit donc laisser son petit à la surface pendant parfois près d'une heure. Les jeunes sont étonnamment confiants et joueurs. Souvent, ils s'approchent des plongeurs à les toucher. Celui-ci ouvre la bouche tout grand, comme s'il était chez le dentiste. La mer descend parfois à plus de 800 mètres de profondeur, droit vers l'inconnu. On ignore comment les cachalots localisent leurs proies, les chassent et les dévorent. On a avancé plusieurs hypothèses là-dessus, celle notamment du repérage par écholocation. Les cachalots voient le monde qui les entoure sous la forme d'échos. Certes, cela les aide à s'orienter, mais peuvent-ils repérer et attraper les invertébrés qui constituent leur ordinaire? Les scientifiques cherchent une autre explication. Leurs yeux leur permettent de voir la bioluminescence qui émane soit des céphalopodes eux-mêmes, soit du sillage qui se forme quand ils se déplacent. En nageant, ils dérangent les innombrables petits organismes qui vivent dans l'eau, lesquels émettent par réaction des lueurs ou des flashs. Set off a glowing or flashing. Il est possible que les cachalots repèrent leur proie grâce à ces bandes ou ces franges de bioluminescence. Cela dit, ce ne sont que des suppositions. Pour en être certain, il faudrait qu'on puisse accompagner ces géants quand ils plongent. Suivre les cachalots dans les profondeurs de l'océan a toujours été un thème de prédilection des poètes et le rêve des ingénieurs. Aujourd'hui, un homme y est parvenu, Greg Marshall, l'inventeur d'un procédé baptisé Critercam, un concept simple mais compliqué à mettre au point. J'ai eu l'idée de la Critercam il y a 11 ans. Depuis, j'ai passé chaque seconde de mon temps à réfléchir et à travailler à sa mise au point. Lors des premières expériences, il a attaché une caméra sur le dos de tortues de mer avant de se risquer en haute mer. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité de découvrir des phénomènes naturels complètement nouveaux, de voir des choses que personne n'a encore jamais vues. Avec les otaries à fourrure, il doit relever un autre défi. Pour entrer dans leur monde frénétique, il lui faut une caméra plus petite et plus solide. Avec les cachalots, toutes les étapes, de la pose de la caméra à sa récupération, ont posé de gros problèmes.
C'est d'abord en construisant très soigneusement la caméra, puis à force de tâtonnements et d'expérience sur le terrain que nous avons enfin réussi. Après des années d'expérimentation, la Critercam est prête. Le moment est venu de la tester pour de bon dans les Açores. Les scientifiques espèrent que la caméra résistera à une plongée très profonde et qu'ils pourront ensuite la récupérer. Sous l'eau, le système ne pèse rien du tout. Il va remonter directement à la surface après s'être détaché de l'animal. Il remonte dans ce sens et flottera à peu près de ça au-dessus de l'eau. Le système doit pouvoir supporter une pression énorme et filmer dans une obscurité presque totale. L'ensemble, compact, comprend un mini-projecteur, des instruments pour enregistrer la profondeur, la température et les sons, une balise acoustique et un émetteur radio. Et enfin, une caméra vidéo capable d'amplifier plus de 50 000 fois la lumière. Greg, viens voir. La première étape est souvent la plus difficile, se rapprocher des cachalots. Vous nous guidez sur eux, d'accord? Les chercheurs ont déjà eu recours à ces techniques pour fixer divers instruments de mesure sur des cachalots, mais jamais de caméra. Aujourd'hui, c'est une grande première. C'était assez angoissant de s'approcher d'eux. On avait entendu plein d'histoires de cachalots s'attaquant à des navires. J'ignorais comment ils allaient réagir. Alors quand on est arrivé près d'eux, je n'étais pas très rassuré. La caméra peut être fixée par une attache de la taille d'un trombone et par une grosse ventouse. La réussite de la pose dépend entièrement de l'humeur des animaux. En ce moment, ils ont visiblement envie d'être tranquilles. On a passé un grand moment sur l'eau à essayer de se rapprocher d'eux. C'est inévitable parce que les cachalots ne remontent à la surface que quelques minutes par heure. Par conséquent, il fallait qu'on anticipe l'endroit où ils allaient apparaître pour pouvoir nous placer suffisamment près et arriver à fixer la caméra. Cachalot pile devant vous à environ 150 mètres à tribord. Une famille apparemment, 3 ou 4 jeunes et un couple d'adultes. En fait, on s'est aperçu que la plupart des cachalots étaient très curieux de notre présence. À partir du moment où on reste tranquille dans leur environnement, assez souvent ce sont eux qui s'approchent pour voir de quoi on a l'air.
Le système est fixé. Nous voilà en train de nager au milieu d'un groupe de cachalots. Pour la première fois, nous découvrons comment les clics qu'ils émettent sont en relation avec leur comportement. Autre révélation, les rapports étroits qu'ils entretiennent, s'appelant et se touchant en permanence les uns les autres. Une bande de dauphins se joint à eux en une sorte de danse aquatique où ils chevauchent les vagues sous-marines provoquées par le déplacement des cachalots, véritables montagnes en mouvement. Près de la surface, la Critercam fonctionne parfaitement. Mais le vrai test va bientôt avoir lieu, car les cachalots s'enfoncent vers les profondeurs où ils vont disparaître pendant plus de 20 minutes. Il ne reste plus à l'équipe qu'à espérer que tout se passera bien. Si on ne récupère pas le système, on n'aura aucune donnée, ni image, ni son. On n'apprendra rien du tout. Ce sera un échec complet. Messager d'un autre monde, la Critercam remonte des profondeurs de l'océan. Elle s'est détachée plus tôt que prévu, mais le signal de sa balise est clair et net. Après 11 années de tâtonnement et des mois passés en haute mer, c'est le moment de vérité. Regardez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les vents. On voit des bulles qui sortent. Comme on le voit, la caméra se trouve à 1,80 m derrière les vents. Nous sommes au milieu de plusieurs cachalots. À droite, un baleineau. C'est peut-être une plongée d'entraînement car il n'apprendra que petit à petit à plonger aussi profondément que sa mère. Les clics semblent émis par plusieurs individus. Certains chercheurs pensent que chaque cachalot possède sa propre coda. Ces enregistrements permettront peut-être de confirmer cette théorie. Il fait plus sombre à mesure que nous nous enfonçons. Un autre cachalot apparaît en haut à gauche. À présent, on entend des sons nouveaux et étranges. Des grondements, des grognements et même des grincements. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a établi de lien concluant entre ces sons et les cachalots.
À plus de 270 mètres de profondeur, il se passe quelque chose de curieux. Les géants s'arrêtent presque et l'un d'entre eux revient en arrière pour examiner la critère-cam. On distingue sa tête et son œil juste à droite de la caméra. Un long moment de réflexion, puis apparemment satisfait, le groupe se remet en mouvement. Ils sont deux. 365 mètres. À cette profondeur, la pression est énorme. Plus de 35 kg au centimètre carré. Jusque dans les années 60, aucun sous-marin conventionnel ne pouvait descendre aussi bas sans être écrasé comme une coquille d'œuf. On ne comprend toujours pas comment les cachalots parviennent à survivre à une telle profondeur. Mais ils font ainsi depuis des millions d'années, attirés par la promesse d'un festin de grands céphalopodes. Cette fois-ci, ils ne trouveront pas d'Architeuthis. Peu importe pour Clyde et ses collègues, chaque moment est une révélation. C'est très intéressant. Toutes les codas qu'on entend sont légèrement différentes les unes des autres. Et de temps en temps, il y a aussi un bourdonnement. Là, les cachalots se sont arrêtés. La caméra est dirigée en plein sur la peau de l'individu qui porte le système. Et là, encore ce bourdonnement. Ils n'ont pas trouvé de calmar géant, mais grâce à cette plongée et à celles qui vont suivre, l'opération est un fantastique succès. Pour la toute première fois, nous avons pénétré dans le domaine abyssal des cachalots. En fixant ce système sur l'un d'entre eux, nous avons pu descendre à des centaines de mètres de profondeur et voir comment l'animal se comporte. Les cachalots semblent parfaitement inconscients de nos efforts pour découvrir et comprendre leur univers. Nous ne pouvons qu'imaginer leurs rencontres abyssales.